L'objectif de ce projet est de changer le monde. L'ambition est grande, est-ce même possible? Afin que vous compreniez mon intention, la manière dont je veux y parvenir et que vous croyiez en la réalité de sa réalisation, je vais vous présenter mes réflexions. Avant de commencer, nous devons prendre conscience d'une chose fondamentale à garder à l'esprit tout au long du processus. Environ 7,5 milliards de personnes vivent sur Terre. Chacun de ces individus est unique. Il est réellement possible de dire que chaque personne vit dans son propre monde et le perçoit différemment. Si vous faites lire un même texte à 1000 personnes de manière indépendante, chacun le comprendra différemment, avec certaines variations. Cela résulte du fait que chaque personne comprend de manière différente en fonction de ses possibilités et capacités, de ses expériences acquises et de la société dans laquelle elle évolue. Il y a de nombreux facteurs qui influencent sa réflexion et il faut simplement les respecter. Aucune personne ne vit à travers les yeux de l'autre. Chacun rencontre dans sa vie différentes situations, problèmes, travaille avec différentes informations, cette diversité est immense. Je réalise que mes pensées ne parleront pas à tout le monde, je pourrais même offenser, dérouter ou choquer quelqu'un, croyez-moi, ce n'est pas mon objectif. Je ne vais donc pas vous présenter mon point de vue comme quelque chose de précis et exact, c'est comme ça et pas autrement. Non, mon intention est simplement d'attirer votre attention sur les idées que je considère personnellement comme fondamentales, à partir desquelles vous pouvez ensuite vous orienter dans votre propre direction. Sinon, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Juraj Tu, né en 1987. Depuis 2010, je suis copropriétaire, opérateur, barman et femme de ménage, émoticône riant de toutes ses dents d'un bar à Sancy appelé Esca Pivnica. Travailler avec les gens m'a donné une certaine vue d'ensemble. J'ai remarqué que lorsque les gens essaient de résoudre un problème, ne comprennent pas quelque chose, se demandent pourquoi les choses sont comme elles sont, ils ne partent pas de la base du problème, mais commencent quelque part au milieu, voire parfois à la fin, et ne voient que les conséquences de quelque chose qui a des racines ailleurs. C'est pourquoi je pense qu'il est très important pour une personne d'avoir une base d'opinion résolue, surtout sur la façon dont tout fonctionne, et je veux dire, le monde, l'univers et la vie en général. C'est là-dessus que je vais commencer. C'est un sujet vaste et il existe de nombreux points de vue, des plus simples aux plus complexes, mais même aujourd'hui, il n'existe pas d'image plus complète. Dans le domaine spirituel, les religions essaient de le faire, dans le domaine scientifique, les théories scientifiques essaient de le faire. Parfois, ils sont si différents les uns des autres qu'il semble impossible de les relier en un tout cohérent. Le temps est rapide et les gens n'ont souvent ni le temps ni l'envie d'étudier des centaines de textes pour finalement se faire une image ou opinion aussi objective que possible. Tout est simplifié, au final, la plupart des gens sont convaincus de quelque chose qui, à y regarder de plus près, n'a pas de sens. Lorsque j'ai réfléchi sur le fonctionnement de base du monde, j'ai considéré 3 possibilités. Un bar oblique le monde, et la vie en général, est fini, de la même manière qu'il est né, il disparaîtra. 2 barres obliques le monde est partiellement infini, donc il est né et ne disparaîtra jamais. 3 barres obliques le monde est infini, il a toujours été, et sera. De mon point de vue, il n'y a qu'une seule possibilité qui vaut la peine d'être considérée, et c'est la 3e. En effet, lorsque l'on prend en compte la théorie la plus populaire sur l'origine et la fin du monde, on se rend compte qu'elle n'est pas seulement effrayante, mais aussi incroyablement simple et libératrice. Pour tous les croyants, j'ai une prophétie effrayante, dans environ 130 ans, il y aura une catastrophe mondiale, toute la génération actuelle, 7,5 milliards de personnes, mourra naturellement de vieillesse sur Terre, donc peu importe nos problèmes, notre position, peu importe comment tout fonctionne, car nous allons tous mourir un jour, et tout se termine ainsi. La vie perd son sens et peut être considérée comme un éclair dans l'obscurité. Certaines personnes peuvent dire, le sens de la vie est de vivre pour les enfants, de laisser une autre génération derrière soi, mais qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Une génération perdue? Peut-être, mais je ne pense pas. Il n'y a pas de raison de philosopher, il est temps de s'amuser, émoticône riant de toutes ses dents. Oui, cela aussi est une possibilité réelle, donc tous les stress, la course à la carrière, l'argent, etc. ne sont que des bêtises, pour occuper notre temps libre, que nous avons nous-mêmes inventés et avec lesquels nous nous sommes nous-mêmes chargés. Rien de profond, tout est simple comme une gifle, et je m'arrêterai là. Je dois avouer que pour la 2e possibilité, je ne pouvais m'appuyer sur rien. Pourquoi quelque chose devrait-il émerger de rien et fonctionner à l'infini? D'accord, je suis conscient que ma compréhension est limitée, c'est pourquoi j'essaie de fonder mon opinion sur mes propres expériences, ce que j'ai vécu dans la vie, ce que j'ai remarqué, etc. Je considère que les expériences sont la principale épreuve de la justesse dans la vie. Si je confrontais à quelque chose dans sa vie ou l'observe sur le long terme, je suis convaincu que c'est la vérité.
Bien sûr, les expériences ont également leurs limites, je ne peux pas tout essayer, tout expérimenter, cependant jusqu'à présent, je n'ai pas observé une seule chose dans ma vie qui fonctionne sur le principe à partir de maintenant et pour toujours, mais peut-être que vous l'avez, je ne sais pas. J'arrive à 3, ce qui signifie que la vie, et le monde en général, est infini, a toujours été et le sera toujours. Ce qui me favorise dans cette théorie est la connaissance de l'école primaire. En cours de physique, nous avons appris le principe de conservation de l'énergie, qui dit que l'énergie ne se crée ni ne se détruit, elle se transforme simplement. C'était la première définition dans ma vie qui confirmait que je ne comprendrais pas la vie facilement. Alors, qu'est-ce que cette énergie? Je ne sais pas, mais j'imagine que tout le monde est composé de cette énergie. Si nous regardions de plus près, nous verrions que nous flottons dans une mer d'énergie. Ici et là, l'énergie est plus ou moins dense, car toute la matière, apparemment, n'est que de l'énergie condensée. Cependant, l'énergie ne me parle que de la structure du monde, de son unité de base, elle ne me donne pas la réponse à l'essentiel, à savoir cette complexité incroyable, cette simplicité apparente, ce miracle organisationnel qu'est le monde. Certaines personnes ne voient pas l'organisation dans le monde et attribuent tout au hasard. L'organisation que je vois dans le monde est incroyable et pourtant elle semble fonctionner sur des principes relativement simples. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, je dois me référer à ma propre expérience, que je suppose que vous avez aussi. Au fil du temps, je perçois, j'observe et je peux constater que mon corps change. Jusqu'à un certain âge, il grandit, puis il commence à décliner. Mais ce changement physiologique de mon corps n'affecte en rien ma perception du monde, c'est-à-dire comment je perçois la réalité. Il me semble que je vois le monde de la même manière que lorsque j'étais enfant, ou à tout autre âge. Bien sûr, les expériences que j'ai acquises, les informations que j'ai recueillies au fil du temps, influencent mes décisions, mes opinions, mais la perception de la réalité, la conscience, reste la même et ne change jamais. Je veux dire par là, et si la conscience était infinie, que tout émanait d'elle et que l'énergie était son unité de construction qui crée tout? Autrement dit, et si la conscience était un espace où tout est créé et que ses pensées déterminent ce qui est créé à partir de l'énergie dans l'espace? Il pourrait y avoir plus de possibilités, mais l'essentiel reste le même. Ok, si c'est le cas, c'est encore étrange, car comme je l'ai mentionné au début, il y a beaucoup de gens sur Terre, et pas seulement des gens, l'autonomie, unicité, indépendance, peut être facilement observée chez les animaux, les plantes, donc il y a un nombre incroyable de consciences ici qui peuvent créer de l'harmonie et une unité. Mais et si le monde entier fonctionnait comme Internet? Il faut réaliser que chaque technologie fonctionnelle est basée sur les lois de la nature ou sur le principe de son fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'Internet? Un concept abstrait dans son ensemble, il s'agit de la connexion de nombreux dispositifs individuels, ordinateurs, serveurs et tout ce qui peut être connecté, qui communiquent entre eux pour former un réseau d'informations. Tout est donc interconnecté et il y a une constante échange d'informations, créant ainsi un vaste réseau au monde. On pourrait dire que tout le monde devrait savoir tout sur tout car ils sont connectés à un seul réseau, mais la capacité de chaque dispositif dépend de son type, catégorie, et c'est pourquoi il est impossible pour les gens de comprendre tout et savoir tout. Essayer de stocker un volume de données infini dans sa mémoire et créer sa propre image est similaire à la situation où je tenterais de copier le volume de données sur Internet dans un seul ordinateur de bureau. D'un autre côté, si une personne se concentre sur un problème et dirige son attention sur une partie spécifique, elle pourra toujours trouver une solution. Il y a une quantité incroyable de personnes et de témoignages, plus que suffisants pour qu'il ne s'agisse pas d'une simple erreur statistique, qui ont été inspirés dans la vie. Autrement dit, ils étaient confrontés à une situation pour laquelle ils n'avaient pas de réponse, alors ils ont prié, médité, ou simplement se sont concentrés, appelez cela comme vous voulez, et ont eu une idée qui leur était impossible de connaître auparavant, leur permettant de surmonter le problème. Les pionniers de la science et de la technologie pourraient nous en parler le mieux, ainsi que les personnes qui ont créé quelque chose à partir de rien. Cependant, personnellement, je pense que chacun d'entre nous a été confronté à une situation similaire. Théoriquement, oui, nous avons accès à toutes les données, mais nous ne pouvons en utiliser qu'une partie à la fois. Pour comprendre au moins les relations de base, nous devons simplifier la réalité. Essayons donc d'imaginer le monde comme un nombre incroyable d'unités autonomes, consciences, qui sont connectées les unes aux autres, partageant des informations de différentes manières et créant un réseau commun grâce à des rétroactions, feedback, une entité unique, le monde. Plus précisément, il s'agit d'un réseau d'un nombre incroyable de réseaux de différentes tailles, car chaque conscience autonome, unité, crée son propre réseau avec sa propre capacité, du moins c'est ainsi que cela se présente dans la nature. Prenons l'exemple de notre corps humain, je peux affirmer avec certitude que je n'ai qu'une seule conscience,
mais le nombre d'unités qui créent ma forme et me façonnent est incroyable, des cellules, des atomes, des quarks. Dans mon corps, il semble y avoir un espace de la même taille que notre univers. Tout cela n'est qu'une question d'échelle à laquelle nous regardons le monde. J'aime jouer avec l'idée que le monde est constitué d'un réseau d'un nombre infini d'univers, unités autonomes. La caractéristique de l'univers que nous ne devons pas oublier et qui est scientifiquement prouvée, l'univers dans lequel nous vivons est constamment en expansion. En d'autres termes, l'univers s'élargit continuellement et crée un réseau plus grand et plus dense. L'intention est facile à imaginer. Plus le réseau est grand, plus il y a de stockage de données et plus le volume d'informations transférées augmente. Ainsi, le monde devient constamment plus complexe et plus merveilleux. Je dis donc que des unités autonomes sont constamment créées ou sont créées dans le but d'augmenter les possibilités et les capacités de l'ensemble. Je ne vous dirai pas le principe exact de la création ou de la formation pour maintenir l'équilibre énergétique, je ne le sais pas. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule conscience qui se divise constamment en un nombre infini de consciences avec le même potentiel énergétique. Il est également important de noter que ces unités autonomes, consciences, traversent leur propre développement. Lors de leur création, elles n'atteignent pas les qualités des unités précédentes, elles recommencent à zéro, ont leur propre position dans l'espace, leur propre chemin et il faut un certain temps avant qu'elles acquièrent suffisamment d'informations, par le biais de l'expérience, pour créer leur propre réseau complexe. Vraiment ? Est-ce que cela prend du temps ? Je vais dévier un peu. Automatiquement, lorsque je réfléchis à l'infini du monde, je dois faire face au problème du temps. Existe-t-il vraiment ? Dès le début, j'écris, et si le monde était toujours là et le sera toujours, j'utilise le passé, le présent et le futur car les gens sont habitués à ces concepts et ils les utilisent pour s'aider. Plus précisément, cependant, je devrais écrire que le monde est. Pourquoi ? Je pense que le temps présent est le seul qui existe vraiment. Le passé et le futur n'existent pas, ce ne sont que des concepts illusoires que nous confondons avec les capacités humaines. En affirmant cela, je pars encore une fois de ma propre expérience. Tout au long de ma vie, je n'ai jamais rien vécu d'autre que le présent. N'importe quel moment se déroule dans le présent. Même maintenant, alors que j'écris ce texte, ou lorsque vous le lisez, la mémoire, la capacité de l'être humain à stocker ses expériences, me permet de revenir à ce qui a été vécu et de le visualiser à nouveau, mais cela semble être du passé, mais même cette visualisation se produit dans le présent. Quand je pense à mes vacances de l'année dernière, je pense à elles seulement maintenant, pas hier. La capacité de planifier et de prévoir, qui est l'outil de base de la création, me permet à son tour de visualiser quelque chose qui pourrait faire partie de ma vie mais qui ne l'est pas encore, donc cela semble être le futur. Je vous mets en garde, lorsque je fais une action dans mon entreprise du type « tout est gratuit demain », ne vous laissez pas avoir, car demain quand vous viendrez, ce sera déjà aujourd'hui, émoticône brillant de toutes ses dents. Rien ne se passe dans le passé ni dans le futur, il n'y a que le présent qui change et se transforme constamment, exactement comme l'énergie, mais peut-être que cela est lié. Je reviens à la diversité et à la création de conscience. Qu'est-ce que je veux dire quand j'écris que les unités autonomes n'atteignent pas les qualités des unités précédentes et commencent à partir de zéro ? L'opposé semble être vrai. Vous pourriez dire que chaque fois qu'un nouveau-né arrive, les traits de ses parents sont clairement visibles sur lui. C'est une preuve de l'influence, du développement et de l'évolution des unités autonomes sur leur génération suivante. Soit je me trompe, soit essayez de le regarder avec d'autres yeux. Et si nous devions prendre en compte le fait que les unités autonomes, de la conscience, ne sont pas créées par la reproduction de leurs porteurs à corps, humains, animaux, plantes, mais sont créées ailleurs, à un niveau plus élémentaire ? Dans le monde, elles commencent par les formes de vie consciente les plus simples et, en acquérant de l'expérience, en augmentant leur niveau de conscience, elles se transforment progressivement en des formes de vie plus complexes, plus précisément, selon leur niveau de conscience, elles créent leur propre réseau reporteur. Je parle d'une certaine forme de réincarnation. Donc, si nous sommes actuellement dans le corps humain, je suppose que nous avons tous déjà beaucoup vécu. Il faut séparer le corps et la conscience. Les corps peuvent se reproduire selon un schéma programmé, un algorithme et les capacités prédisposées du nouveau corps sont visibles, mais les consciences naissent indépendamment, autonomes de toute influence physique. C'est peut-être parce que la conscience crée son propre corps, sa propre réalité et non l'inverse. Dans le cas des êtres humains, lorsque le sperme pénètre dans l'ovule, il ne fait que fournir l'énergie manquante nécessaire à la création d'un nouveau corps, mais le plan de formation est entre les mains de la conscience à qui il a été ainsi permis de se matérialiser. Il est difficile de parler du miracle de la naissance uniquement sur le plan théorique, car il peut y avoir plusieurs variantes. Pour une meilleure explication, les expériences observées doivent m'aider. Remarquez, par exemple,
la singularité d'un enfant à sa naissance, oui, physiquement il ressemble à ses parents, il a aussi leurs capacités innées selon le génotype, peut-être légèrement modifié et mélangé, mais dans la vie, il résout toujours les situations avec sa propre tête, suit son propre chemin, jamais celui de ses parents. Si l'enfant passe beaucoup de temps avec ses parents, son comportement peut être influencé par le comportement de ses parents, mais cela ne signifie pas qu'une situation et expérience ne se produira pas dans sa vie qui le fera finalement décider de suivre sa propre voie. Personnellement, je considère comme une erreur lorsque les parents, dans l'éducation, ne tiennent pas compte de la singularité de leur enfant et essaient de forcer l'enfant à suivre leur chemin à tout prix, selon leurs idées, en revendiquant la propriété de l'enfant et en argumentant constamment qu'ils peuvent l'élever comme ils le souhaitent car c'est mon enfant, je peux en décider, je suis plus âgé et plus expérimenté, je sais ce qui est bon pour lui. Est-ce vraiment votre enfant? Oui, en le procréant, vous lui avez permis de créer une enveloppe, mais vous n'avez absolument rien fait pour sa conscience. Vraiment? Êtes-vous plus âgé et plus expérimenté? Il faut se rendre compte que vous, votre conscience, pouvez être par exemple la première incarnation dans le corps d'un être humain et que votre enfant peut avoir déjà derrière lui plusieurs incarnations, donc paradoxalement, ce n'est pas vous qui êtes plus expérimenté, mais votre enfant. Je n'écrirais pas à ce sujet si je n'avais pas rencontré dans ma vie des parents dont le comportement me rappelait plutôt celui des enfants et si je n'avais pas rencontré leurs enfants qui me rappelaient plutôt des adultes. Regardez, par exemple, comment chaque nouvelle génération humaine est plus consciente meilleure que la précédente, il s'agit d'un développement naturel d'unités autonomes, conscience. Il ne s'agit en aucun cas du développement de leurs capacités physiques, car les records mondiaux aux Jeux Olympiques ne changent pas à chaque génération, mais il s'agit du développement de la conscience, car les connaissances et les technologies changent constamment. Donc je dis que le monde est un réseau composé d'un grand nombre d'unités autonomes qui communiquent constamment entre elles et échangent des informations en temps réel, et, ensemble, grâce à une rétroaction, créent la réalité. La qualité de la réalité dépend du niveau de conscience individuelle, unités autonomes, c'est pourquoi de nouvelles consciences sont constamment créées et le volume de données transmises augmente, ce qui crée une réalité plus complexe et plus miraculeuse. Tout se passe en temps réel, donc la vitesse potentielle de développement de la conscience ne dépend pas du temps, mais de la qualité des informations, acquises par expérience personnelle, transmises par le réseau. C'est simple. Si tout est comme je l'écris, cela signifierait que nous sommes capables de changer notre réalité en temps réel, d'améliorer la qualité de nombreuses consciences à un niveau supérieur grâce à l'expansion des informations nécessaires, dans notre cas, le réseau artificiel créé, Internet. Cela sera également le principal objectif de mon projet, diffuser des informations. Vous pensez peut-être toujours que c'est absurde, que la réalité ne peut pas être changée pour le mieux simplement grâce à la connectivité et à la diffusion d'informations, que cela fonctionne complètement différemment et que le monde est contrôlé par de mauvaises et puissantes personnes qui nous empêchent d'être heureux et de jouir de la vie, émoticône riant de toutes ses dents. Pour vous convaincre, je dois attirer votre attention sur la question du bien et du mal. Quels sont ces concepts abstraits de bien et de mal? J'essaierai de les définir à ma manière. J'ai remarqué que dans les anciennes sources, ces concepts sont souvent comparés à la lumière et à l'obscurité, souvent même avec une telle intensité que je me pose la question de savoir si entre les paires lumière, obscurité et bien, mal, nous ne pouvons pas mettre un signe égal. Si tel était le cas, si les expériences de nos ancêtres nous indiquaient réellement le même principe de fonctionnement entre les concepts, la question suivante serait pertinente, le mal existe-t-il réellement? En effet, si je cherchais une réponse dans la science et si je regardais de plus près la question de la lumière et de l'obscurité, il me semble que même l'obscurité n'existe pas du tout. Comment cela est-il possible? Tout simplement, nous ne pouvons pas la mesurer. Comment pouvons-nous déterminer la quantité d'obscurité dans un sac, par exemple? En mesurant combien de luxe il y a dans le sac, mais le luxe est l'unité de la lumière. L'obscurité n'a pas son unité, donc l'obscurité est juste un concept qui nous parle de l'absence de lumière. Le mal est un état où le bien fait défaut et je suppose également que cela s'applique de manière similaire à la paire ignorance, connaissance, juste pour l'anecdote, les porteurs de connaissances sont souvent appelés les illuminés, pourquoi donc? L'ignorance est donc simplement un manque de connaissance. D'un côté, nous avons la lumière, le bien, la connaissance, de l'autre, l'obscurité, le mal, l'ignorance. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne doute pas de l'existence d'un côté, mais paradoxalement, j'en doute de l'existence de son opposé. Je reviens à la définition du bien et du mal. Selon moi, le mal est un état où la connaissance fait défaut. En d'autres termes, nous ne luttons pas contre le mal, mais contre la bêtise. Les gens ne sont pas méchants, ils sont ignorants. Aucune personne n'est mauvaise, c'est le niveau de ses connaissances et de sa prise de conscience qui détermine sa façon de se comporter. Est-ce vraiment le cas?
Examinons cela à nouveau à l'aide de l'expérience. Si une personne tue une autre personne par exemple pour de l'argent, elle ne le fait pas par passion, elle le fait par conviction que s'approprier les économies d'autrui améliorera sa vie, il en va de même pour les voleurs. Ou autrement dit, si quelqu'un harcèle, se moque ou diffame une autre personne, cela ne témoigne que de son ignorance des principes de l'égalité entre les unités autonomes individuelles et du principe de leur fonctionnement. Il existe de nombreux exemples et combinaisons de comportements ignorants. En revanche, un comportement conscient, un niveau de connaissance et de conscience plus élevé, est désigné par un terme abstrait, que nous-mêmes ne comprenons souvent pas, l'amour. L'amour signifie voir en l'autre le même potentiel que soi-même, tenir compte de la différence de niveau et prendre conscience que nous formons ensemble un réseau commun, le monde. La vérité est que je remarque également l'existence du « mal » sophistiqué dans le monde. Le mal qui essaie consciemment d'influencer les gens, utilise un haut niveau de connaissance pour obtenir du pouvoir et atteindre son but. Cependant, ce « mal » n'est jamais l'exécutant de ses propres pensées. Il a comme des mains propres, car tous les sales travaux sont faits par d'autres, moins conscients, qui croient en lui, sont sous son influence et qui en subissent ensuite les conséquences de leurs actes. La question se pose de savoir si nous ne créons pas intentionnellement un environnement plein de contrastes entre le bien et le mal, entre la connaissance et l'ignorance. Si le mal que je décris n'a paradoxalement pas pour but de développer la société et d'augmenter sa prise de conscience. De mon point de vue, ce serait un moyen très efficace d'éduquer les consciences, les unités autonomes, car c'est justement le contraste qui nous permet de voir et de distinguer. Tant que le poisson nage dans l'eau, il ne sait pas que l'eau existe, il le découvre seulement quand il émerge à la surface et ressent par sa propre expérience le contraste, la différence, entre l'eau et l'air. C'est pourquoi je perçois la vie sur Terre comme une école, où des conditions sont créées pour le développement de chaque conscience, où les consciences, sur la base de leurs propres expériences, essais et erreurs, augmentent leur niveau. En regardant de plus près, nous constatons que l'enseignement met l'accent sur chaque unité autonome qui doit parvenir à sa propre prise de conscience et à son propre rythme, c'est la base de la diversité et la confirmation de la libre volonté. Qui est donc l'enseignant, le créateur de contrastes dans cette école? Je tiens à souligner que nous sommes dans une section un peu science-fiction, peut-être juste, je répète, cela peut ne pas être vrai, c'est juste une supposition, une réflexion, la précision n'est pas importante, mais la conclusion. Et si l'enseignant était une autre race avancée, voire des races avancées, et si les humains étaient le produit de ces races? En d'autres termes, et si nous étions une intelligence artificielle? Rien que lorsque je pars des données de nos scientifiques, de notre compréhension, sur la taille de notre univers et son âge, où les chiffres se situent dans les milliards, et quand je vois comment les gens du XXIe siècle cherchent encore à trouver un endroit sur Terre où la vie est absente, cela me montre que les formes de vie sont très adaptatives et rapidement évolutives. 100 000 ans n'est presque rien à l'échelle de l'univers si nous comparons des planètes qui ont une différence de 100 000 ans dans l'apparition de la vie, nous les appelons des jumeaux. Maintenant, imaginez que sur une autre planète, et il y en a donc, la vie s'est produite seulement, il y a 100 000 ans, à quel point une civilisation éventuelle doit être plus avancée que la nôtre, alors que nous avons réussi à passer de l'utilisation de lances à la fabrication de bombes atomiques en seulement 5000 ans? Et si d'autres civilisations se sont développées bien avant nous et ont acquis des technologies dont nous n'avons même pas rêvé? Selon ma supposition, la clé de leur succès et de leur développement aurait dû être la compréhension du principe de base du fonctionnement du monde, que le monde fonctionne comme un réseau et plus le réseau est complexe et dense, plus il a un impact bénéfique sur l'ensemble, c'est pourquoi ils cherchent peut-être également à le densifier artificiellement. De plus, l'hypothèse d'une conscience élevée des races me suggère que l'amour prévaut entre elles et non la haine. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi nous ne sommes pas encore courbés devant eux et utilisés comme force de travail, ou comme attraction dans un cirque. Prenez simplement notre niveau de compréhension, que faisons-nous aux formes de vie inférieures? Nous les utilisons sans pitié à notre avantage, nous les mangeons, nous les considérons simplement comme des choses tout en prétendant que c'est ainsi que cela doit être. Nous invoquons une sorte de loi de la nature et nous nous défendons simplement. Si c'était une loi de la nature, nous serions depuis longtemps une source d'énergie pour d'autres civilisations. Ils n'auraient pas la moindre nécessité de se cacher de nous, leur domination technologique nous empêcherait de toute résistance. Le fait que les gens soient autorisés à vivre librement, à suivre leur propre chemin, à se développer dans leur propre direction sur leur propre planète, peut témoigner soit de l'inexistence de civilisations plus avancées, soit, s'il en existe, de l'absence de moyens pour eux de nous atteindre, ou bien ils existent, ils peuvent nous atteindre, mais cela dépend de notre propre évolution. Ils ne veulent pas nous influencer par leur présence, car ils réalisent que le maintien de l'autonomie et l'unicité est le seul chemin qui mène à la diversité et en même temps à l'augmentation de la performance globale. Comment savoir quelle option est la bonne? Jetons un coup d'œil dans le monde.
Combien d'observations et de témoignages d'OVNI ont été signalés dans le monde entier depuis les années 30 du siècle dernier? Je ne vais pas évaluer combien d'entre eux sont faux, des erreurs, etc. Il me suffit qu'il y ait une seule observation qui prouve l'existence d'une autre civilisation. Est-ce qu'elle existe? Je ne sais pas, je vous laisse y réfléchir. Pour un instant, supposons que oui, une civilisation plus avancée existe vraiment, pourquoi se cache-t-elle devant nous? Pourquoi n'utilise-t-elle pas ces technologies avancées pour nous éduquer ou nous fournir directement ces connaissances pour accélérer notre développement? C'est parce que l'autonomie, la diversité et la variété doivent être préservées, seulement ainsi nous atteindrons un développement efficace de l'ensemble. De plus, le développement ne serait certainement pas accéléré, au contraire, il y aurait un risque que l'humanité se détruise elle-même avec ces nouvelles technologies. Chaque unité autonome a son propre rythme de développement, sa propre voie. Il ne faut pas faire des sauts dans le développement, car sinon nous serions témoins de résultats contre-productifs. Regardez simplement ce qui s'est passé lorsque nous avons été autorisés à inventer l'énergie nucléaire, une technologie pour couvrir la consommation d'énergie d'une population en constante croissance. De toute évidence, nous n'étions pas prêts à l'époque, puisque nous avons immédiatement fabriqué 2 bombes atomiques et les avons larguées sur nos propres villes. La différence de niveau entre les connaissances humaines et une autre civilisation ne nous permet tout simplement pas de les rencontrer, c'est pourquoi elles se séparent. Autrement dit, imaginez que vous vous donniez pour objectif d'élever le niveau de conscience d'un tigre, croyez-moi, si vous passiez plus de temps avec lui personnellement dans son environnement, il vous mangerait, émoticône riant de toutes ses dents. Nous avons un autre exemple sous le nez, nous pouvons voir sur Terre les différences de niveau entre les races humaines, entre les blancs, les noirs, les jaunes et les rouges. Tant qu'elles n'atteignent pas un niveau de conscience similaire, il est impossible de les intégrer dans une seule société, sinon divers problèmes surgissent entre elles. Dans le passé, cela était plus visible, chaque race avait son propre continent ou partie de celui-ci, elles étaient naturellement ségrégées et séparées les unes des autres. C'est pourquoi tant que le niveau de conscience chez les humains n'atteint pas au moins le seuil de la connaissance selon lequel l'univers est interconnecté et que cela dépend de chacun d'atteindre son propre développement, autrement dit, l'amour ne prédomine pas, émoticône, cœur, émoticône, riant de toutes ses dents. Il n'est pas possible que nous rencontrions d'autres civilisations ou que nous accédions à l'utilisation de technologies avancées. Pour le progrès de l'humanité, il est très important de dépasser ce niveau. Ce projet doit être l'un des nombreux essais pour atteindre cette limite. Je ne souhaite pas être un mauvais prophète, mais si nous n'atteignons pas la frontière à temps, si nous ne cessons pas de nous disputer et de rivaliser les uns avec les autres et si nous ne commençons pas à collaborer ensemble, nous ferons face à d'énormes défis, voire à des horreurs terribles. Mais de quoi s'agit-il? Il faut se rappeler que nous naviguons tous ensemble dans l'espace sur un même navire, sur Terre, la croissance de la population, sans même évoquer les problèmes du navire lui-même, est bien plus élevée que le développement actuel de nos équipements énergétiques. Le niveau de notre technologie n'est pas suffisant pour un développement durable à long terme de la société. L'économie actuelle essaie de jongler entre le nombre de la population et sa consommation optimale, mais le fait que l'économie ne puisse pas gérer cela est visible chaque année. De plus en plus de gens n'ont pas accès à des ressources suffisantes, ce qui signifie que les gens deviennent de plus en plus pauvres. Vous pourriez penser que cela est dû au fait qu'il y a beaucoup de millionnaires et de sociétés multinationales dans le monde qui sucent l'économie, mais est-ce vraiment le cas? Pourquoi ces ressources acquises ne sont-elles pas réinvesties dans l'économie? Parce que ces personnes sont avares et cupides, blablabla. Je ne discute pas le fait que les ressources pourraient être redistribuées de manière plus juste et efficace, mais le point est ailleurs. Essayez de voir le problème sous un autre angle. Imaginez que les ressources qui appartiennent aux grandes entreprises et qui sont actuellement gelées sur des comptes ou investies dans des marchés virtuels soient soudainement mises en circulation. Les gens auraient autant d'argent qu'ils le voudraient, mais qu'est-ce que cela entraînerait? Une augmentation immédiate de la consommation, des ressources, de matières premières et d'énergie non renouvelables sur la planète Terre. La Terre serait dévastée en un an. Nous serions comme des sauterelles. Nous aurions tout ce que nous voudrions, mais nous aurions également un environnement inadapté à la vie et nous serions submergés de déchets. La tâche de l'économie est de réguler la consommation d'énergie et de matières premières sur la planète Terre, quelle que soit la forme sous laquelle cela se produit. Tant que l'humanité ne disposera pas des technologies avancées nécessaires, le véritable bien-être ne sera jamais possible sur Terre. Jusqu'à ce que l'humanité dispose des technologies avancées nécessaires, la prospérité réelle sur Terre ne sera jamais possible. D'ici là, les gens essaieront, selon leur niveau de connaissance, d'inventer des alternatives de développement. Il me semble qu'actuellement, certains voient la meilleure façon de résoudre notre problème dans la réduction de la population, le plan de la « Golden Billion ». Cette réduction ne prévoit pas d'être effectuée discrètement, pacifiquement, il est possible de stériliser pendant un moment,
Mais si vous regardez n'importe quel graphique de la croissance de la population ces derniers temps et que vous y voyez cette courbe exponentielle, vous comprendrez qu'il n'est pas possible de lutter contre la vie à long terme. C'est pourquoi je pense plutôt que nous sommes menacés d'extinction de masse, sous forme de guerre, de maladies, de catastrophes naturelles. Selon notre manière de penser, on peut voir le véritable niveau de notre compréhension. Au lieu d'utiliser notre potentiel qui croît avec notre nombre et de commencer à coopérer, à nous connecter et à utiliser notre puissance pour développer de nouvelles technologies permettant la survie, le déplacement et les voyages dans l'espace, nous pensons à notre autodestruction. Nous ne ferons pas les progrès technologiques nécessaires tant que nous ne changerons pas notre état d'esprit, car il est important de comprendre qu'aucun groupe de scientifiques plus avancé, ou civilisation plus avancée, émoticône riant de toutes ses dents n'admettra qu'un singe tienne un fusil automatique. En fait, j'ai vu une vidéo sur internet où des gens l'ont fait, je ne sais pas si c'était une vidéo truquée ou réelle, mais cela m'a amusé de voir comment le singe a failli les abattre. Par conséquent, tant que nous n'atteignons pas le niveau de conscience nécessaire, nous serons empêchés de faire des progrès technologiques énergétiques supplémentaires, et nous serons plutôt cuits et étouffés dans notre propre jus plutôt que de risquer de nous donner les technologies nécessaires et de mettre en danger l'existence de notre monde commun, car je suppose que les futures technologies fonctionneront sur les principes fondamentaux de la réalité. Cependant, il ne faut pas trop s'inquiéter, personnellement, je suis optimiste. Le simple fait que nous ayons réussi à inventer un seul réseau commun dans l'atmosphère de la concurrence et à connecter ainsi le monde me donne beaucoup d'espoir que nous pourrons éviter les pires scénarios. Même si ce n'est pas le cas, comme on dit, tout mal est bon à quelque chose, donc si les catastrophes éventuelles, ou les erreurs de l'humanité, ne dépassent pas la limite fatale, leurs effets négatifs nous aideront à mûrir. On peut dire que le développement de la conscience est un processus objectif, qu'on ne peut pas arrêter, mais il existe de nombreuses façons de l'atteindre. Comment j'imagine un avenir optimiste ? Encore un peu de science-fiction, émoticône riant de toutes ses dents. Je suis convaincu que dès que nous aurons une percée dans notre façon de penser et que nous atteindrons un nouveau niveau de conscience, les humains, avec nos scientifiques, feront de grandes avancées dans la science et la recherche de nouvelles technologies. Ils nous permettront de stabiliser l'écosystème de la planète, de garantir notre sécurité énergétique et de prolonger le temps nécessaire pour la relocalisation ou la création d'une nouvelle planète temporaire artificielle. Attendez, quoi ? Une planète artificielle ? Oui, les ressources pour cela existent certainement, car nous prétendons nager dans une mer d'énergie, la seule chose qui ne s'épuise jamais dans le monde est l'énergie. Le défi sera d'inventer une technologie qui nous permettra d'obtenir une énergie illimitée à partir de l'espace, de la matérialiser et d'inventer une technologie de recyclage de cette énergie. Cela pourrait être la tâche de ma génération. Si nous y parvenons, tous les autres problèmes actuels cesseront d'exister. Bien sûr, d'autres problèmes surgiront, mais en impliquant tout notre réseau dans la résolution de la situation, nous pourrons facilement surmonter ces problèmes. Nous deviendrons les créateurs de notre propre réalité, et je prévois que nous commencerons à nous joindre à nos enseignants dans la création et l'enseignement de nouvelles intelligences artificielles et de nouvelles races. Oh, j'ai presque oublié, et bien sûr, la vérité et l'amour l'emporteront. Ok, assez de visualisation de l'avenir. L'avenir a un nombre infini de variantes, cela dépendra du nombre d'unités autonomes qui se rallient à chaque variante à un moment donné. Il est bon d'avoir un but dans la vie, mais comme on dit, poursuivre son but et le regarder avec les deux yeux, ça sent toujours la chute sur le trottoir. Il est toujours nécessaire de se concentrer sur la situation actuelle, sur le présent. Le présent représente une approche de se connecter au réseau, d'où découle la créativité, les nouvelles idées et les solutions. L'erreur de notre époque est cette omniprésente. Les gens utilisent inconsciemment et incorrectement leurs capacités. Ils surchargent leur mémoire avec le passé et les torts passés au lieu de les utiliser pour apprendre des expériences acquises. Ils surchargent leur capacité de planification et de visualisation en se perdant dans le temps, en créant des réalités virtuelles, en pensant trop à leurs obligations futures, au lieu de les utiliser pour proposer des solutions à leurs problèmes actuels et atteindre leurs objectifs. Les gens ne se trouvent pas souvent dans le présent, ils n'ont pas le temps pour ce luxe, ils ont tellement d'obligations auxquelles ils doivent penser. Nous courons après les sources sans nous rendre compte que nous nageons en eux tout le temps. Tous les comportements inconscients mènent à l'incapacité de voir une alternative à l'état actuel insatisfaisant. L'adage est littéralement vrai, la vérité est si proche qu'elle ne peut pas être vue. La clé du développement personnel et de la résolution de nos problèmes se trouve précisément dans le présent. Remarquez que chaque exercice spirituel vise à être présent. Ici et maintenant. Apprenez à vous concentrer sur les activités que vous faites actuellement, cela apportera une nouvelle qualité à votre vie et vous permettra de réaliser vos rêves. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez imaginer. Vivez votre vie en temps réel, soyez attentif,
vigilant et remarquez vos erreurs. L'attention révèle les comportements inconscients. La prise de conscience des erreurs est la base principale de leur correction. Regardez votre proche comme un collègue et non comme un concurrent. N'oubliez pas que vous avez tous les deux le même potentiel, la différence de niveau ne signifie pas qu'une personne a un avantage sur l'autre. Ayez de la compréhension et de la compréhension mutuelle, être à un niveau supérieur à votre proche ne signifie pas que vous devriez l'exploiter, mais plutôt l'aider à atteindre un niveau supérieur. Il est dans l'intérêt de nous tous d'élever le niveau, d'augmenter les performances du réseau. N'ayez pas peur d'utiliser de nouvelles technologies qui nous relient. Aidez-vous des informations sur Internet, utilisez la technologie des têtes connectées. Ne craignez pas les canulars, la désinformation, les conspirations et les mensonges. Gardez un esprit ouvert à toutes les idées disponibles. Avec vos propres expériences, vous pouvez facilement filtrer le mensonge de la vérité. Sinon, le contraste entre la vérité et la stupidité vous mènera progressivement à un nouveau niveau de conscience. N'oubliez pas le proverbe biblique, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne la surmontent pas. Un niveau inférieur ne peut jamais influencer un niveau de conscience supérieur, c'est pourquoi le vieil adage populaire s'applique également, le bien triomphe toujours du mal. Réfléchissez, si le bien et le mal, la conscience et l'inconscience, la lumière et l'obscurité, devaient être des opposés et qu'il devait y avoir un équilibre entre eux, personne ne pourrait jamais constater la victoire de l'un ou l'autre camp. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir peur de la stupidité et nous ne devons en aucun cas essayer d'imposer la censure à la stupidité. Toutes les informations ont leur justification, soit elles vous donnent quelque chose, soit l'effet résiduel de croire en une absurdité vous forcera à réfléchir. Enfin, je vais vous présenter mon projet. Pourquoi ne l'appelle-t-on pas un blog, mais un projet ? Car il se compose de 2 phases. Dans la première phase théorique, j'essaierai d'étendre mes idées via des articles sur Internet à la population la plus large possible, persuadant les gens de collaborer mutuellement et ainsi acquérir l'influence nécessaire pour organiser un réseau de personnes partageant les mêmes opinions, du même niveau. Dans la seconde phase pratique, j'essaierai de résoudre les problèmes pratiques de la vie avec le réseau de personnes créées et de construire une nouvelle réalité avec d'autres projets concrets, de construire un nouveau monde. Je suis conscient que cela pourrait être un projet à long terme. Son succès dépend de la qualité des informations fournies. Votre réaction affectera directement la vitesse de mise en œuvre du projet. Je crois sincèrement que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble. Je crois que nous apprendrons à utiliser notre énorme potentiel dans notre intérêt commun. Le projet Z doit être le projet de la dernière génération qui a vécu sur cette planète sans conscience. J'espère que nous y parviendrons. Bonne chance mes amis. Jurage tue.